Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif bien sûr qui parle de l'actualité sportive en Guadeloupe. Et ce soir, nous ferons un focus sur nos jeunes basketteurs et basketteuses qui sont partis au camp interzone du 19 octobre au 23 octobre dernier. Et on reviendra dans un premier temps avec les filles et puis avec les filles sur ce tournoi. Et dans un deuxième temps, on passera aux garçons. Alors, pour donc ce premier plateau, nous allons accueillir Saïna Jarnak. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté d'elle, on a Keller Djaina. Bonsoir. Bonsoir. On poursuit avec Patrick Cam. Bonsoir. Bonsoir, Céline. Juste à côté, Marius Boisdur. Bonsoir, Céline. Et on finit avec Sarah Para. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, avant bien sûr de nous tourner vers nos invités, on commence ce magazine avec le football, comme d'habitude. Vous savez, pratiquement seule activité à se maintenir durant cette période, puisque vous avez entendu le préfet ce jeudi. Pas de changement au niveau des restrictions. Il va falloir encore patienter durant 2 semaines pour les activités collectives, en tout cas en sport collectif, pour voir venir ce qui sera en tout cas possible de faire. Et donc justement, les résultats du 6e tour de Coupe de France qui s'est joué donc en milieu de semaine. Dans la poule A, le CSM s'est incliné 1-0 face au Phare. Et dans la poule B, victoire de l'USR face au Stade Lamantinois 1-0. Ce week-end, un match reclassé de la 4e journée. Dans la poule A, l'Arsenal qui va recevoir la Juventus de Sainte-Anne à 15h30 à Petit-Bourg. 3e au classement, l'équipe sainte-annaise avec une victoire pourrait rejoindre la solidarité scolaire en tête de classement de la poule A. L'Arsenal 6e devra également envisager une victoire afin de grappiller des places au classement si bien sûr l'équipe de Petit-Bourg veut grappiller aussi des places et être parmi les 4 qualifiés, on vous rappelle, puisque ce championnat se joue en 2 phases. Voilà, donc on se tourne vers nos invités. Bonsoir à tous. Donc Patrick Cam et Marius Boisdur, donc vous êtes rentrés la semaine dernière avec cette sélection Guimarães. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que le camp interzone, donc justement où ont participé nos 2 sélections? Alors je vais prendre la parole pour présenter ce camp. Ce camp interzone est la phase ultime de la détection fédérale nationale. Et il faut savoir que la France a été découpée en 8 zones. Donc vous avez la zone nord, la zone Île-de-France qui en est une, la zone ouest, enfin la zone sud-est, la zone sud-ouest, et la zone Antilles qu'on appelle Guimarães plus communément, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Donc quand toutes ces sélections sont faites en amont, nous arrivons avec les 8 meilleurs garçons, les 8 meilleures filles, je dirais 9 parce que dans le 9e c'est un N-1, c'est-à-dire que c'est un sportif qui a une année plus jeune pour déjà voir le potentiel qu'il y aura l'année prochaine. Donc nous voyageons avec 9 garçons, 9 filles et toutes les zones font de même. Ce qui fait que sur le temple sur l'autre, parce que c'est où ça se déroule, on se retrouve avec à peu près 300 gamins. C'est-à-dire à peu près 76 garçons, si les comptes sont bons, ou 76 filles. Et de là, il y a des compétitions, il y a des entraînements, il y a les entraîneurs nationaux, il y a tous les techniciens de la fédération, et nous-mêmes, puisque nous sommes des cadres d'État, et plus les cadres privés, comme Marius et d'autres collègues. Et nous faisons l'évaluation de tous ces sportifs et sportives. Et à l'issue de cela, la fédération sélectionne 36 garçons, 36 filles, pour revenir sur un autre camp, qui est la dernière phase de la sélection, enfin pas encore, l'avant-dernière phase de la sélection, sur un camp national qui aura lieu à Bourges la 3e semaine de décembre. Et à l'issue de ce camp, ces 36 garçons, ces 36 filles qui sont conviés, la fédération va sélectionner une vingtaine de garçons, une vingtaine de filles, qui seront invités à la dernière détection pour l'entrée au Pôle France à l'INSEP. Mais le reste des joueurs qui sont passés déjà hors CIS et qui sont aussi au camp national, parce que tout le monde ne peut pas être au camp national, vont alimenter tous les centres de formation d'équipes professionnelles, garçons et filles. Voilà un peu le schéma qui est succinct, mais qui est mis en place depuis plusieurs années
Il faut qu'on essaie de voir tout le monde sans laisser sur le côté des joueurs qui pourraient passer au travers des mailles. Mais après l'expérience, il n'y a pas beaucoup qui passent au travers des mailles. Surtout chez nous, tous les potentiels en général qui font le très haut niveau a été vu par nous et donc a été passé au moins par cette filière. Justement, donc vous parlez de nous. Sur le pôle ici en Guadeloupe, le staff est composé exactement de qui? Et comment du coup ça se passe au niveau de l'encadrement des jeunes, de la détection et justement de l'intégration du pôle? Alors le pôle est actuellement, nous sommes 3, mais d'habitude nous tournons avec 4 cadres. Donc moi-même, M. Uri, Philippe Uri, Marius Boisdur. Et nous allons, d'habitude nous avons M. Georges Mingabert, mais cette année, depuis l'an dernier, il se consacre un peu plus à son club. Et donc nous allons chercher un 4e éducateur pour pouvoir avoir au moins 4 éducateurs sous ce pôle. Donc le pôle, c'est un pôle mixte, mais avec une distinction bien particulière chez les filles et chez les garçons, parce que nous avons 14 garçons au pôle, ici actuellement 15 garçons et 14 filles. Donc nous sommes 29. Nous avons une petite liberté, bien que les pôles sont limités à 24. Une petite liberté que je demande, une petite dérogation qu'on assure votre un peu notre spécificité ici. Donc les filles sont détectées et les garçons sous le même protocole, c'est-à-dire que quand elles sont benjamin et benjamines, nous nous déplaçons sous les matchs pour la plupart, nous voyons les matchs, nous les convoquons à des rassemblements on va dire tous les 15 jours, à des sélections, pour préparer une sélection, mais on voit un peu tout le monde au départ, et après on fait une sélection des meilleurs profils, potentiels, pour sortir une sélection Benjamin filles, garçons, et qui vont les confronter, les collègues de la Martinique et de la Guyane, sur un tournoi interligue qui se déroule chaque année en Martinique, qui est le tournoi interligue U13. Et à l'issue de ça, nous avons des détections finales pour éventuellement faire rentrer entre 5 et 7 garçons ou filles, au CREPS. Enfin, pas au CREPS, au Pôle Espoir. Et juste une petite précision par rapport à la détection au niveau des benjamins. La situation Covid et particulièrement cette année, l'année dernière, il y a une chose qu'on fait depuis 5-6 ans, c'est déplacer cette sélection sur des tournois internationaux. Donc, et qui en fait nous permet d'affiner notre vision sur les jeunes et de les voir face à une compétition internationale. Donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire ces déplacements, mais aussi c'est prévu dans notre protocole. Donc aujourd'hui, cette sélection Guimarães a pu se faire malgré effectivement donc les conditions et les contraintes justement liées au Covid. Donc déjà, comment ça s'est organisé pour pouvoir mettre en place cette sélection Guimarães? Et du coup, même au niveau des sélections, on a eu donc 3 jeunes filles de Guadeloupe qui donc faisaient partie de cet effectif. Donc du coup, comment s'est passé le processus de sélection? Alors, on est parti sur le fait que ces jeunes filles et garçons se sont rencontrés, ont été rassemblés sous le tournoi U13 qui s'est déroulé l'année dernière en Martinique. Donc à l'issue de ce tournoi, nous avons déjà pu identifier les filles et les garçons. Et en restant en relation avec les collègues de Guyane et de Martinique, on a pu faire cette sélection, partir 2 jours de plus en métropole pour pouvoir préparer et pour pouvoir justement participer à cette organisation qui est le camp interzone. Mais cette année, ça a été particulière. Comme on le sait, on n'a pas pu se réunir et pour avoir une vraie sélection, donner peut-être une chance à un ou un autre à participer. Donc on a fait une sélection de confiance. Et voilà, donc, mais ça s'est bien passé parce que finalement, on ne se trompe pas trop, quoi. Il y aurait peut-être avoir un élément ou d'autres qui aurait pu remplacer, mais la différence n'était pas évidente. Et donc, ça va se réguler sur les prochains rassemblements si la crise sanitaire nous le permet. Marius Boisdur, justement, donc un bilan sur ce tournoi au niveau des filles. Alors, s'il faut faire un bilan,
on dira qu'il y a un gros écart entre ce qui se passe dans la zone et ce qui se passe en métropole. Il faut en être conscient. Nous perdons pratiquement tous nos matchs et avec des scores assez lourds. Mais je pense que dans ce qui nous est donné comme responsabilité, la détection des jeunes, je pense qu'on est dans le droit et parce que nous arrivons quand même à proposer des jeunes qui ont un potentiel et qui représentent la zone correctement. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 9 filles de la zone Guimarães, il y a 4 filles qui ont été évaluées positivement. Quand je dis positivement, qui ont retenu l'attention par rapport à ce qu'elles ont proposé. Et une fille qui au final est retenue pour le camp national, qui est Jarnac. Justement, on va se tourner vers elle. Rebonsoir. Donc, justement, parcours satisfaisant. Donc, justement, toi, ton sentiment, comment tu as vécu ce tournoi et au bout, quand tu apprends finalement que tu es retenu pour la suite, comment tu vis, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vis la chose, comment tu ressens, voilà. Au début, c'était compliqué, c'était dur. On s'est adapté. Après, on a fait du mieux qu'on pouvait. Quand j'ai appris que j'étais sélectionnée, j'étais contente, mais je sais qu'il faut travailler dur. Pour toi aujourd'hui, justement, donc par rapport à ce que tu as vu, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir? Est-ce que tu as encore, pour toi, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait encore travailler déjà pour atteindre peut-être le niveau que Marius disait, qu'il y avait déjà un décalage entre l'équipe qui était présente et les équipes que vous avez pu affronter? Alors, il faut beaucoup courir et au niveau de la défense, il faut s'améliorer parce qu'elles sont toujours dans l'intensité. C'est compliqué. Juste à côté, on va poser donc la question à Jaina Keller. Donc, pareil, ton ressenti sur la compétition, comment tu as vécu et du coup, à l'issue de cette compétition, quand tu rentres, dans ton esprit, comment tu es, dans quel état d'esprit tu es? Alors, même si on a eu, comme l'a dit avant Marius Boisdur, un très lourd écart au niveau des points, je trouve que c'est quand même une bonne expérience parce que ça nous permet de voir contre qui on doit, comment s'affronter entre guillemets et à quoi s'attendre si on veut partir là-bas. Et pour moi, je l'ai plutôt bien vécu, même si j'ai pas été sélectionnée, mais justement ça me donne envie de travailler encore plus pour pouvoir me faire repérer plus tard. Même question donc à Sarah. Moi je pense qu'au début, comme l'a dit Saïna aussi, c'était compliqué, mais au fur et à mesure des matchs, on comprenait de plus en plus et on était plus dans les matchs, même au niveau mental, on était plus combatifs. Et au fur et à mesure, je pense que s'il y aurait eu plus de matchs, on aurait pu faire mieux. Mais c'est pas grave et on va tout donner pour repartir justement au TIL, le prochain obstacle, on va dire, et donner le meilleur de nous. On revient sur Saïna. Saïna, est-ce que tu peux déjà nous retracer un petit peu ton parcours, comment tu es venue au basket, ce qui t'a attiré et puis du coup aujourd'hui, pourquoi tu en es là? Ce qui m'attire au basket, c'est plus mes parents. Ils m'ont appris à jouer. Au début, c'était juste un loisir pour moi. C'était comme ça. Et après, j'ai aimé, j'ai appris et c'est ce qui me rend comme je suis. On va dire que tes parents quand même donc du coup ont une place importante dans ton avancée aujourd'hui. Est-ce que donc tu te projettes déjà avec déjà cette première sélection en te disant que tu es sélectionné pour la suite, est-ce que tu te projettes déjà plus loin en te disant que si ça marche, est-ce que tu envisages déjà la séparation avec tes parents, voir comment ça va se passer, parce qu'il faut peut-être déjà se projeter?
Mentalement, ça va. Ça va. Je resterai en contact, mais il y a des moments où il faut décrocher, comme on dit. Faut travailler. Faut faire sa vie. Justement, juste à côté, donc pareil, Jaina, justement, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours, ce qui t'a amené au basket, et aujourd'hui, quelle est ton ambition pour le futur? Alors moi, au début, c'était comme Saina exactement. C'était un loisir, c'était vraiment un sport après l'école. Et après, c'est devenu mon quotidien. Je vivais basket tout le temps. Je pensais qu'à ça. Du coup, après, ça m'a donné envie de continuer. Et pour la suite, j'aimerais avoir une carrière professionnelle, si possible. Sarah? Moi, à la base, je faisais de la natation. Je n'étais pas du tout dans le basket. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu changer. Et comme mon frère faisait du basket, je le regardais. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et après, j'ai vu que j'aimais bien le sport. Et j'ai voulu aller de plus en plus m'améliorer, pardon. Et au fur et à mesure, j'aimais et j'ai voulu continuer. Et après, ça m'a conduit là où je suis. Et j'espère aller plus loin encore, voir le haut niveau. Marius, justement, on sait que c'est pas forcément évident le basket féminin en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, justement, avoir ces jeunes filles qui sont justement les fleurons de la discipline en Guadeloupe, est-ce que ça aussi c'est un atout? Ça peut permettre à la discipline de se développer encore plus, de montrer aux filles que du coup c'est bien de faire du sport, puisque quand on les écoute, on se rend compte que finalement c'est pas si mal, et ça peut déboucher sur quelque chose par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, faire la promotion à travers ces jeunes filles, ça reste aussi un atout pour le basket guadeloupéen féminin? Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire parce que la situation du basket féminin, elle est grave. Elle est grave parce que au jour d'aujourd'hui, je pense que les résultats qu'on a, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et le basket féminin doit se réorganiser. Et pas qu'en Guadeloupe. Je pense que sur la zone Antilles-Guyane, le basket féminin doit se réorganiser avec une pratique intensifiée chez les jeunes, donc élargir la base, de manière à ce que nos sélections ne se fassent pas sur un groupe de 30 filles, qu'on ait une centaine, 150 filles à évaluer, que ça se bouscule, qu'il y ait de la confrontation, qu'il y ait de la compétition pour gagner sa place déjà en sélection. Au jour d'aujourd'hui, on a une sélection qui est faite sur une trentaine de gamines, une vingtaine qui attirent l'attention, et au final pour garder une dizaine. Après, ce n'est pas simplement l'organisation au niveau du pôle, je pense, et Séverine, tu le sais très bien. Ça doit être une organisation et un schéma politique de développement. Je sais qu'aussi, sans dévoiler trop de choses, qu'au niveau de la Ligue, c'est le nouveau cheval de bataille, donc je pense qu'on sera sur la bonne voie, mais simplement pour organiser une représentation de la zone Guimarois, il faut que chaque zone soit dans la même dynamique. Il faudrait que quand on présente une sélection Guimarois féminine, que chaque fille qui soit dans la sélection soit vraiment déterminante par rapport à ce qu'elle peut proposer. Parce que les filles sont là, elles peuvent le témoigner. Il n'y a aucune équipe que l'on rencontre là-bas qui soit là pour nous regarder jouer. Tout le monde vient pour faire ce qu'il a à faire, donc gagner son match. Donc nous aussi, si on se déplace, je suis un compétiteur. Ah ben oui, si on se déplace, il faut qu'on aille pour représenter les choses. Peut-être pas forcément gagner des matchs, mais avoir une meilleure représentation. Ça c'est déjà fait. Et ça s'est déjà fait simplement quand l'équipe Guimarois est structurée avec des joueuses sur tous les postes déterminantes. C'est tout. Donc le travail, il est grand,
ben, je pense qu'on n'a pas peur et qu'il y a des gens, que ce soit au niveau de la Martinique, que ce soit au niveau de la Guyane et aussi au niveau de la Guadeloupe, qui sont derrière ces affaires-là, et je pense que, optimiste que je suis, ça avancera. Les filles, avant la coupure pub, donc selon vous, quel est votre point fort et votre point faible, ce qui reste encore à travailler pour vous permettre de franchir des paliers? Saïna. Alors, on va commencer par les points faibles. Les points faibles, c'est plus mon retour en défense pour moi. Il faut cadrer les appuis, c'est compliqué, mais ça reste à travailler. Mes points forts, je dirais, c'est mon agressivité vers au panier. Je suis plutôt forte. Saïna. Alors, au niveau du point faible, c'est la transition attaque-défense, je pense. Ça, c'est quelque chose à travailler. Au niveau du point fort, j'ai commencé à m'améliorer au shoot. Je pense que sur ça, on peut compter sur moi en match. Mais je manque quand même encore d'agressivité. Donc, c'est quelque chose à travailler aussi. Sarah. Moi, au niveau des points forts, je pense que mon shoot, quand je suis réglée, il est bien. Ça rentre assez facilement. Et je suis aussi à l'aise au dribble. La vision de jeu, ça va aussi. Mais les points faibles, c'est ce que j'ai jamais aimé, c'est la défense. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille et je me suis rendu compte lors du tournoi. C'est quand même surprenant. Marius ne semble pas être d'accord avec toute votre analyse. Donc Marius, justement, non, elles sont un peu dans le vrai, non? Oui. Elles ont parlé pour elles, mais quand elles sont sur le terrain, elles n'ont pas le choix. Il faut défendre, il faut courir, il faut faire tout ça. En fait, tu te rends compte qu'elle le fait, mais à contre-cœur. Voilà. On va faire aimer tout ça. En dernier, les filles, si vous aviez un message, vous êtes, on va dire, voilà, les porte-parole du basket féminin. Donc aujourd'hui, si vous vouliez justement motiver les filles et leur dire que voilà, n'hésitez pas, que le basket c'est bien, allez-y, si vous aviez un petit message. Déjà, travailler plus dur, comme ça tu peux mieux réussir. Et faut y aller à fond, fais ce que t'aimes et avance. Alors, si des filles souhaitent se lancer, je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est un petit plus dans notre vie. C'est un truc qui nous motive, donc n'hésitez pas. Sarah. Moi, je dirais que si on veut se lancer, il faut déjà penser aussi, même s'il y a le travail, il faut travailler, c'est sûr, mais aussi à s'amuser. Parce que si on ne prend pas de plaisir dans le sport, ça va mener à rien. Alors, je voudrais ajouter aussi quelque chose parce que c'est sûr que ces filles sont dans une structure qui est le pôle espoir, mais il y a le travail aussi des clubs. Et les filles faut dire que les clubs font un travail assez difficile parce qu'il faut aller chercher les filles. Elles viennent pas facilement. Donc moi, je tire mon chapeau à tous ces gens qui sont ces bénévoles qui sont dans ces clubs. Et pour ici, les représentants du club de BMBC, de MJCA, qui sont des clubs qu'on connaît au niveau féminin, qui sont représentés à tous les niveaux. Donc on peut que leur souhaiter encore de continuer parce qu'ils alimentent forcément notre visibilité et que je souhaiterais qu'il y ait d'autres clubs qui emboîtent le pas parce qu'on a besoin de compétition, parce qu'on ne peut pas être que 2 clubs. Il faut qu'on soit une dizaine, une émulation, qu'on multiplie les rencontres et qu'on ait des gens motivés comme il y a dans ces clubs-là, pour donner un peu de dynamisme au basket féminin. Voilà, donc sur ces beaux mots de Patrick Cam, on va profiter pour faire donc la coupure pub et je vous donne rendez-vous tout de suite après avec nos joueurs représentants de l'équipe masculine qui vont donc nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour donc après la page pub et donc nous retrouvons nos invités Patrick Cam et Marius Boisduan. Cette fois, nous avons changé l'équipe autour. Donc, nous recevons Tyler Berakou. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, on a Elihu Lambeau. Bonsoir.
Juste après, Dylan Boisdur. Bonsoir. Et enfin, de l'autre côté, Sofiane Rouillard. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Donc justement, Patrick, on reçoit donc ces garçons qui ont fait partie donc de la sélection Guimargois masculine. Donc pareil, même question, même si c'est en collaboration avec Philippe Uri que du coup vous êtes sur l'équipe masculine, en même temps vous chapeautez les deux. Donc est-ce qu'on peut avoir un petit bilan donc de la prestation de la sélection Guimargois sur ce camp? Alors, à l'image des filles, les garçons, l'écart est un peu moins important, mais il reste quand même assez loin aussi, parce que nous avons l'handicap ici de l'insularité, où nous n'avons pas de championnat du niveau de la métropole, où ils ont un championnat de France minime national, filles et garçons. Alors, ce qui fait qu'il y a une compétitivité et une expérience que les enfants acquièrent là-bas, et que ici, il y a un peu plus de naïveté dans la pratique. Donc, mais à part ça, nous avons des profils très intéressants et nous arrivons par le travail les amener à être au même niveau physique que la plupart des jeunes qui jouent, qui rencontrent en métropole. Ce qui fait que leur participation a été très remarquée et c'est la raison pour laquelle nous avons eu quand même, à l'issue de ce tournoi, 3 garçons retenus dans le camp national, qui est une belle performance parce que si on vient comparer ça à d'autres ligues, ça fait quand même un bon ratio par rapport au nombre de licenciés. Alors, et ici encore, je peux même dire que c'est le club du BMBC qui est bien représenté parce que tous ces gamins viennent du club de BMAO et donc ça illustre aussi le travail des clubs et des éducateurs qui sont dans ces clubs. Voilà. Alors messieurs, Tyler, je ne me trompe pas. Donc est-ce que donc tu peux nous donner justement ton sentiment à l'issue de ce camp et puis quand tu as appris pareil que du coup tu étais sélectionné pour l'étape suivante, comment tu as vécu cette nouvelle? Le stage, le camp s'est bien passé. Moi c'est ma 2e année, donc quand on m'a dit ça, vu que c'était l'année dernière, j'avais déjà été pris. Ça m'a pas fait plus d'effet que ça, mais je suis quand même content d'avoir été pris. Aujourd'hui, justement, tu dis que c'est ta 2e année, donc est-ce que par rapport à la première, donc tu sais déjà si tu as franchi les paliers ou éventuellement ce qu'il faudrait que tu fasses pour que justement sur cette 2e présentation que tu puisses peut-être mettre en avant d'autres atouts qui te permettront peut-être de passer l'étape suivante cette fois? Non. Enfin oui, que je m'améliore au niveau de ma défense et de mon attaque. Que je perde du poids, que j'améliore mon cardio, et c'est tout. Donc est-ce que tu es déjà entré dans ce processus ou est-ce que ça reste encore à travailler? Oui. Et ça tu le fais aussi en lien avec ton club, aussi avec le travail au niveau du pôle? Oui. Juste à côté, Eliu. Donc pareil, comment tu as vécu du coup ce camp? Et puis pareil, la nouvelle de la sélection pour l'étape suivante, comment tu l'as vécu? Le camp s'est assez bien passé et j'étais content parce que voilà, c'était la première fois. Et aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer justement à l'étape suivante? C'était surtout l'entraînement. Parce qu'on s'est entraîné tout le temps, on s'est entraîné beaucoup pendant les vacances. Voilà. Sofiane, pareil, même question. Moi, le camp ça s'est bien passé, mais au départ c'était plutôt compliqué parce que je ne suis pas allé souvent en France, donc le temps de m'habituer au froid, c'était un peu compliqué, mais je me suis vite adapté. Et la nouvelle concernant le camp national, je l'ai bien reçu et je suis content parce que c'est la première fois et voilà. Dans ton imaginaire, donc là tu es sélectionné, comment tu vois la suite justement, comment tu vois? Parce que de toute façon, vous avez eu aussi en visu les autres joueurs, puisque vous avez été confrontés à eux. Donc selon vous,
qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous voulez déjà, est-ce que vous vous projetez en vous disant oui, je veux intégrer le pôle France l'année prochaine, donc qu'est-ce que vous devez faire pour justement arriver à ça? Oui, bien sûr. C'est ce que je pense que c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut intégrer l'INSEP, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Il faut travailler. Et je pense que nous, lorsqu'on est arrivé là-bas, il nous manquait de la technique, de la vision de jeu. Et au niveau physique, cardio, ça allait. Et c'est plus la technique qui nous manquait. Et c'est ce qu'on doit travailler. On doit continuer à travailler. Jamais relâcher. Dylan, le petit dernier, disait justement Patrick, un jeune donc avec une année en moins a été présenté. Donc Dylan, ben justement, toi tu découvres, bon, justement, raconte-nous un peu comment tu as vécu ce camp et ce qu'il en restera pour la saison prochaine. Alors moi je l'ai bien vécu. Mon frère l'avait fait l'année dernière, donc il m'a dit comment ça se passait. Mais au début, je stressais. Et au fil du temps, c'est allé. Je me suis vite adapté. Et je pense que l'année prochaine, je vais travailler pour donner encore plus de ce que j'ai donné cette année. Et franchement, je trouve qu'on s'est assez bien débrouillé. Puisque avec le peu de temps qu'on s'est entraîné ensemble, je trouve qu'on s'est bien débrouillé face aux équipes. On a réussi à réduire les écarts de points. De plus en plus on jouait, l'écart se réduisait. Et c'est tout. Patrick, justement, est-ce que se projeter déjà pour la suite, avoir peut-être en tête, même en participant déjà à ce tournoi, de se dire qu'on a pour objectif de passer ces différentes étapes. Est-ce que les jeunes, en tout cas, qui participent, se projettent déjà, surtout au niveau de notre sélection, au niveau du Guimarães, par rapport aux autres sélections? Est-ce que nos joueurs sont suffisamment préparés, on va dire psychologiquement, à cette adversité? Parce qu'on sait que au niveau de la France, les jeunes, eux, ils ont comme ambition d'intégrer l'INSEP. Donc, est-ce que ça aussi, c'est peut-être un atout supplémentaire où il faudrait peut-être plus aussi les préparer à cet aspect psychologique-là et pour cette compétition-là? Alors, psychologiquement, on les prépare. Ils pourront le confirmer. On leur dit la dureté de la tâche, l'exigence. Donc, nous sommes dans une exigence permanente avec ces jeunes. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas nous inventer et qu'ils ne peuvent pas non plus avoir, c'est la compétition. Donc ça, c'est fondamental. Mais c'est la raison pour laquelle que la marge de progression, quand ils vont outre-Atlantique, elle est beaucoup plus importante que ceux qui sont déjà là. Donc ils ont une marge de progression beaucoup plus importante. Et ça, les entraîneurs et les éducateurs de la métropole le savent. C'est la raison pour laquelle ils sont très attentifs sur les profils qu'on leur présente. Ils savent que nos gamins, pour ceux qui ont le talent et qui ont les capacités à faire du haut niveau, ils savent qu'en 6 mois, ils ont rattrapé non seulement le retard dans l'aspect cognitif du jeu, je veux dire, et au bout du 7e, 8e mois, ils dépassent même ceux qui sont là. Donc c'est la raison pour laquelle on a toujours eu quelques jeunes qui sont en équipe de France de jeunes. Alors il est vrai qu'à l'issue les U16, pour les gens qui sont novices, c'est les cadets. Donc c'est difficile pour qu'un garçon d'ici sorte et joue en cadet directement, sauf les cas exceptionnels. Nous en avons toujours de temps en temps, tous les 5 ans, pour nommer Juan Bégarin, pour d'autres garçons comme Stéphane Gombeau. Nous avons eu des garçons qui sont sortis ici et qui ont joué directement en équipe de France. Mais ça, c'est des exceptions. Mais pour la plupart des autres joueurs, il leur faut un peu de maturité. Et on les retrouve quand ils sont en U17, en U18, comme la plupart de nos jeunes Guadeloupéens qui ont performé à ce niveau dans les championnats d'Europe. Messieurs, on va commencer ici. Alors, racontez-nous un peu votre arrivée au basket, votre cheminement. Ça fait combien de temps que vous jouez? Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous êtes arrivé au basket? J'ai commencé le basket à 7 ans. Avant, je faisais du foot. Je me suis mis au basket parce que ça me plaisait et que le foot, ça commence à me lasser. Au début, je suis allé à Bandilou
Puis je suis allé au BMBC parce que le BMBC m'offrait plus de choix au niveau de mon poste. C'est grâce au BMBC que je suis là maintenant et grâce au coach du pôle. Élu? Moi, j'ai commencé en U11, j'ai fait un mois et ça m'avait vite tiré. J'aimais pas trop le basket. Au moins c'est dit. Du coup, j'ai fait du handball. Et après, ma soeur, elle a commencé le basket. Du coup, je l'ai recommencé. Et quand j'ai commencé à jouer, j'ai bien aimé et tout. Donc, du coup, j'ai continué jusqu'à maintenant. Et voilà. Sofiane? Moi, j'ai commencé le basket en U11. J'ai fait 2 ans U11. Ensuite, j'ai fait 2 ans U13. Et au bout de la deuxième année U13, c'est là qu'on a commencé à me repérer. On m'a placé au pôle. Et j'aime bien la structure. Tout. Et là, je suis en U15 deuxième année. Dylan? Alors moi j'ai commencé le basket en mini poussin. Après, Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Vu que mon papa était dans le basket, j'ai suivi avec mon frère. Et on a commencé à s'évoluer au fil du temps. Puis après, comme dit Sofiane, quand on est rentré les 13, on a commencé à être repéré par le pôle. On a bien aimé, franchement, moi j'aime bien le pôle. C'est une bonne intensité, une bonne cohésion d'équipe, j'aime bien. Et j'espère aller plus loin, le plus haut possible. On va se tourner vers ton papa. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi. Donc Marius, bien sûr, donc Dylan est le fils de Marius. Donc Marius, c'est pas forcément évident, hein. Deux garçons aussi avec un potentiel. À la maison, comment ça se passe? Bon, à la maison, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis toujours sur leur dos, donc ça se passe bien. Après, l'exigence et la rigueur est de mise. Après, on s'entend bien. Je ne cherche pas ni les stresser. Bon, Evan n'est plus là, mais c'est toujours à leur porter une aide. Je pense que je peux les aider dans cette matière-là. Donc, leur porter une aide et réguler pour des entraînements individuels, voilà, de manière à leur permettre de grandir et de passer certaines étapes. Mais ça se passe bien. Tant mieux. Patrick, justement, dans leur parcours, on se rendait compte que, à part appelle-moi ton prénom. Tyler. À part Tyler et Dylan qui ont commencé très très tôt. Nos deux autres collègues il y en avait un qui n'aimait pas le basket et finalement on se retrouve là. On commençait un petit peu plus tardivement, mais on se rend compte que finalement ils ont eu une belle marge de progression, donc ce qui laisse aussi montrer qu'on n'est pas forcément obligé de commencer super tôt, mais qu'il faut peut-être aussi avoir la volonté, l'envie et un encadrement structuré. Oui, alors pour moi, je dis toujours qu'un enfant qui commence à s'intéresser sensiblement, beaucoup aimer à pratiquer du sport avec un peu d'intensité, c'est au moins 3 fois par semaine, à l'âge de 11 ans, c'est tout à fait dans le timing pour pouvoir accéder à une bonne pratique et pourquoi pas un très haut niveau. Alors plutôt, ça reste de l'initiation. On trouve des gens qui commencent plus tôt qui deviennent très bons. On trouve ceux qui commencent plus tôt qui, au bout de 17 ans, ils ont arrêté. Il n'y a pas de règle particulière, mais je dirais qu'il ne faut pas commencer après 11 ans quand même. Parce qu'il y a quelques petites lacunes. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas, mais il y a des petites lacunes qui demandent beaucoup de travail. Alors, il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, au niveau école, l'éducation, et que le collège Maurice Satino, avec le professeur d'éducation physique qui s'appelle M. Fautra-Allen, il a mis en place une école à objet sportif et il a fait des classes sportives où ces jeunes ont pu participer, si je me trompe. Vous avez tous été dans la classe sportive à Maurice Satino. C'est pour montrer et donner l'exemple peut-être à d'autres clubs que dans la commune où il y a le club de basket, s'il peut y avoir des classes à horaires
on va passer des classes sportives. C'est très intéressant pour l'évolution et la pratique des jeunes. Donc, il faut savoir qu'un jeune, pour qu'il arrive au haut niveau, il a besoin au minimum 10 000 heures de formation. Donc, c'est énorme. Donc, on n'est pas seul à les former, c'est une succession de personnes qui les forment. Donc, tout le maillon de la chaîne est important. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre 11 ans, 12 ans, s'ils peuvent avoir une pratique à l'école avec des horaires aménagés, avec quelqu'un qui connaît la discipline et qui commence à les structurer dans cette accessibilité au haut niveau, ça fait gagner du temps. Et c'est la raison pour laquelle ces 3 jeunes qui ont commencé dans ce cursus est un exemple pour que les autres puissent emboîter ce même processus et nous donner, nous, de la matière à travailler plus facilement. Ça nous fait gagner du temps. Voilà, je tenais à le souligner. Et c'est la raison pour laquelle que ce serait bien que beaucoup d'associations le fassent, beaucoup de clubs puissent le faire. Alors, bien entendu, il y a les garçons, mais je pense aussi beaucoup Chez les filles, c'est un modèle aussi qui peut... Et chez les filles, c'est d'autant plus important pour leur donner cette envie du goût de l'effort, parce qu'on connaît bien la problématique aujourd'hui. Les jeunes, dans le goût de l'effort, il faut les faire travailler pour les faire aimer ça. Justement, Sofiane, alors, si tu devais te décrire, point fort, point faible, ce serait quoi? Le point fort, déjà, c'est ma main gauche parce que je suis gaucher en termes basket. Aussi ma vision de jeu. Et mes points faibles, la rapidité en dribblant et ma main droite. Chez les gauchers. Pour un gaucher, la main droite, c'est un gros point faible. Un gros. Pour les gauchers. Non, mais c'est pas vraiment un gros souci, parce que je la travaille, ma main droite. Oui, mais il faut la travailler. Je suis quand même moins habile avec ma main droite qu'avec ma main gauche. Dylan. Mon point fort, c'est la vitesse, mon explosivité, les passes, la vision de jeu aussi. Mon point faible, c'est ma main gauche. Un peu le tir, je ne suis pas régulier dans le tir, mais le tir, ça va. Et c'est tout. Mes lacunes, non, on a dit. Élu. Moi, mon point fort, c'est ma main droite. Et j'ai un shoot pas régulier, comme Dylan d'ailleurs. Et mon dribble, c'est un point faible. Je suis pas très bon dribble. Mais j'ai un premier pas rapide. Et c'est tout. Tyler. Mes qualités sont ma force, mes nouveaux postes, ma main droite et mes inconvénients, ma main gauche, mon cardio, ma vitesse, et mon tir. Patrick, justement, en entendant tout ça, est-ce qu'ils ont une bonne vision d'eux-mêmes? Ah oui, alors, c'est sûr qu'ils ont une connaissance d'eux assez intéressante. Alors, le basket, c'est beaucoup d'autres choses, mais ils sont jeunes, donc ils vont le découvrir. L'important, c'est qu'ils ont quand même un potentiel, un profil. Pour un garçon comme Tiller, il fait quand même 2 mètres, il a 14 ans. Donc, nous avons des garçons comme Eliu qui fait plus de 1m90, plus de 1m98. Donc, c'est des profils très intéressants. Donc, le basket, c'est un sport de grand, bien qu'il y ait la place pour les petits, je le dis tous les jours. Donc, ils ont des qualités physiques intéressantes. Il y a beaucoup de travail à faire. Le haut niveau est très, très exigeant, très dur. Il y a très peu d'élus, je le dis tous les jours. Dans leur catégorie d'âge, là, ceux qui sont en 2006, on reviendra à discuter dans 8 ans. Il y en aura peut-être dans la génération au niveau national. Il y en aura 5 ou 6 qui seront plus haut niveau. Dans la génération 2006. Voilà, c'est les stats. Donc, j'en invente rien. Messieurs, est-ce que vous êtes conscients du travail qui vous reste à accomplir? Est-ce que vous êtes prêts à justement accomplir ce travail pour pouvoir franchir ce palier? Parce que ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Et est-ce que vous sentez en position de faire justement ces sacrifices? Vous en avez envie? Oui. Bon, peut-être qu'ils seront... Non, ils en ont envie, ils le montrent tous les jours à l'entraînement. Ça, ils sont travailleurs. Même s'il faut être un peu sur leur dos, mais ils sont travailleurs. Et ça, c'est des jeunes qualités.
Très bien. En tout cas, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous ce soir. Donc, on a pu découvrir donc juste avant les filles. On découvre donc les garçons. Chez les filles, il n'y en a qu'une seule. Donc, je vous rappelle qui a été retenue pour la suite. Et chez ces messieurs, bon, les trois ont tapé dans le mille et donc pourront passer à l'étape suivante. Et donc, j'espère vous recevoir de nouveau en me disant que vous avez passé donc le deuxième cap et que vous êtes à la troisième étape. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Justement, Patrick, avant de se quitter, un petit mot sur cette deuxième étape qui est prévue en décembre, mais c'est vrai que la situation sanitaire est un peu compliquée. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir justement participer et prendre part à ce camp au mois de décembre? Alors là, je serais incapable de répondre parce qu'on est dans une situation particulière. Il va falloir attendre la fin du mois de novembre, voire le 1er décembre, si ça se déconfine un peu et si on permet... dans le sport de haut niveau, on peut s'entraîner. Les pôles de sport ne s'arrêtent pas. Alors ça voudrait dire que le camp pourrait s'organiser, c'est un protocole très strict, dans une bulle, quoi, où tout le monde serait testé à l'arrivée. Et donc dans ces cas-là, nos jeunes pourront y participer, parce qu'on aura un motif impérieux pour y aller. Très bien. En tout cas, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Et je vous dis rendez-vous en janvier pour un nouveau numéro de Sport 10 où vous allez me raconter la deuxième étape et vous allez nous annoncer que bien sûr vous êtes au dernier rendez-vous. On est d'accord ? Voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.